Donc, voici la présentation du dernier topo sur cette session, sur cette plénière sur la transition, à la suite du professeur Souris et de Maxime Morsa, autour de l'adolescence, transition, mucoviscidose, actualité et perspective. Mes conflits d'intérêts, Zambon Vertex et surtout les bretzels en sel, car une petite pensée émue sur cette période du mois de mars qui devait être faste, puisqu'on devait se retrouver tous au Palais des Congrès de Strasbourg, qui est une ville qui m'est chère, puisque c'est la ville de mes études et là où j'ai soigné mes premiers patients atteints de mucoviscidose. J'avais tout prévu pour vous, je voulais vous initier à l'alsacien, vous montrer la petite France, les petites Windstube, les Bierstube, mais ce sera une autre fois. Concernant l'actualité, être ado et avoir la mucoviscidose, que signifie-t-il à l'heure actuelle cette phrase? En définitive, on sait que l'évolution a été naturellement très favorable pour les adolescents atteints de mucoviscidose, dans la mesure où maintenant il y a plus, depuis 2014, d'adultes atteints que d'enfants, avec une nette augmentation du VEMS entre 1997, probablement les années où j'étais à Strasbourg, et 2017, ce qui fait un gain de 25% entre ces deux années. Et cela nous a conduit à avoir un changement de vision de la part des équipes pédiatriques et adultes autour de cette fameuse transition. Et ces stratégies, sachant que les stratégies de transition, elles étaient démarrées depuis les années 90 aux États-Unis et depuis les années 2000 en France. Les VEMS moyens de ce registre de 2017 montrent ainsi des chiffres qui se corrèlent à cette courbe, à savoir 98,2% tous patients confondus pour les 10-14 ans et 94,6% pour les 15-19 ans. Mais évidemment, on connaît cette période comme étant aussi tumultueuse quant à l'arrivée d'un certain nombre de facteurs comorbidité ou de complications. La première d'entre elles est la rencontre avec le Pseudomonas aeruginosa. Et là, vous voyez dans le registre national qu'il existe un bond qui s'opère entre les 5-9 ans et les 10-14 ans. Puis, pour culminer chez les 20-24 ans, à 379 patients qui ont rencontré le Pseudomonas et dont un gros pourcentage qui devient chronique, bien plus que le pourcentage, si on comparait au pourcentage des 10-14 ans par exemple. L'apparition du diabète, lui aussi, fait un bond durant cette période et après ça se stabilise. Les aspergilloses bronchopulmonaires aussi ont été, ou toute forme d'aspergillose ont été montrées comme venant à apparaître sur cette période. Et je ne veux pas recommencer le topo, ça fait au moins la 3e fois que j'enregistre. Donc maintenant, si je fais des bêtises, tant pis, je les dis, les bêtises. Et la cirrhose ou toute hypertension portale qui, elles aussi, font un bond dans cette période. Bien évidemment, l'observance dans cette période des adolescents des 13-21 ans se voit étant moins bonne par rapport à la cohorte des enfants de 0 à 5 ans ou même de 6 à 12 ans sur une étude rétrospective sur 5 ans qui a été faite au Michigan. Il a été aussi du coup monté une étude dans SafeTeam, SafeTeam Registre, qui était une analyse multicentrique observationnelle longitudinale en extrayant du donné des registres les patients qui ont opéré un passage dans l'année 2013-2014 et en analysant les 3 années précédant le passage et les 3 années suivant le passage, de manière à pouvoir en évaluer s'il y a un impact ou pas au niveau notamment du VEMS ou de l'état nutritionnel des patients. La réponse c'est, alors voici déjà la description de la cohorte où il y a eu donc au total 228 patients qui ont été analysés avec un équilibre entre hommes et femmes, avec 2 populations qui sont similaires. Il a été décidé aussi, quand on analyse derrière les données que sont le VEMS ou l'IMC, de le faire dans un sous-groupe homme-femme sans diabète traité ou pas, ou sans pseudomonas,
compte tenu du facteur délétère sur la fonction respiratoire et sur l'IMC. Et cela débouche sur une analyse descriptive du VEMS où on voit que chez les hommes, un VEMS passe 3 ans avant le passage à 87,8% dans cette cohorte, à 71,9% à la fin du processus, donc transition étant à 80,8%, avec des écarts types qui sont quand même extrêmement, des écarts types oui, dans la médiane à 82,7%, et des écarts types importants, une distribution importante, pardon, et enfin chez les femmes, un profil qui est à peu près similaire aussi, qui ne sera pas le cas notamment au niveau de l'IMC, qui passe ainsi de 85,2 en moyenne % de VEMS à 75,4% à la fin de cette période d'analyse. Ainsi, si on regarde année par année les baisses de VEMS, on observe chez les hommes une baisse qui a été d'une pente de moins 0,99% initialement, puis une baisse accrue à 4,6% sur les 3 années qui suivent le passage, cela étant significatif entre les deux. Et quant aux femmes, il y a une décroissance qui est accrue avant la phase de transition, puis une relative stabilisation, mais avec une grande distribution au niveau de leur VEMS après la transition, avec là aussi néanmoins une différence qui est à la limite de la significativité. J'ai dit que je ne recommençais pas, je ne recommence pas. L'IMC, lui, a une issue qui est différente, un profil qui est différent, avec un profil, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui n'est pas une perte, mais au contraire plutôt un gain, surtout chez les hommes, de manière progressive, mais un gain qui va se ralentir après la transition. C'est-à-dire que la croissance avec la puberté, de manière évidente, est plus importante avant la transition qu'après. Et somme toute, il est difficile de tirer des conclusions. On peut analyser en sous-groupe, notamment chez les femmes. Il est certain que les femmes qui ont des IMC qui sont au niveau de la dénutrition ont réellement une grosse différence entre les deux périodes qui est le passage. Mais par contre, on peut dire simplement que l'IMC augmente significativement pendant les années du suivi pédiatrique et après chez les hommes, avec un changement qui n'est pas vraiment significatif. Donc c'était un indicateur finalement qui n'est pas si intéressant pour analyser l'impact du passage d'un CRCM à un autre. Par contre, on a eu la surprise néanmoins en analysant les cures antibiotiques d'avoir un constat qu'il y a moins de cures antibiotiques qui se déroulent dans la période pédiatrique 1 an, dans l'année qui précède la transition, comme si tout se figeait et tous les traitements restaient sur un flot continu sans indication forcément de cure répétée, ou alors un effet un peu de flottement entre les deux soins, tant au niveau pédiatrique qu'au niveau adulte. Et là, ça peut être éventuellement un élément sur lequel nous pourrions travailler. SafeTeam Registre étant là pour montrer qu'il y a un impact au niveau de des fonctions respiratoires. Qu'en est-il des processus mis en œuvre en France par rapport à cette transition? Donc, je ne reviendrai pas sur le détail de SafeTeam APP. Simplement, cela corrobore ce que l'on avait vu précédemment, mais je ne l'avais pas souligné. C'est en fait une transition, et en moyenne, c'est dans l'analyse de SafeTeam Registre de 19,4 ans. Avec des différences qui vont effectivement jusqu'à de 12 ans où on entame les premiers process de transition, à 22 ans pour la partie adulte. Une grande partie se situant sur la tranche d'âge 16-19 ans, la grande majorité. Donc, on peut questionner ceux qui débutent très tôt, là, voire même un CRCM qui doit commencer probablement dès la naissance, et peut-être probablement c'est celui de Grenoble, parce qu'à vrai dire, je parle de la transition dès l'annonce, parce que un phénomène l'anticipation pour nous est absolument nécessaire. Mais je pourrais revenir après dans les questions pour quelles raisons.
Quand on questionne la satisfaction des équipes, elles le sont à hauteur de 6,7, 6,67 sur 10. Donc on a le sentiment qu'à l'époque où on a mené cette enquête, c'est-à-dire dans les années 2015-2016, il y avait des éléments à mettre en œuvre pour augmenter un peu cette évaluation de la qualité rendue pour la transition. Les facteurs, ou du moins les critères qui avaient été qui sont listés sont, comme vous savez, tout à chacun, identifier le centre adulte et transmettre un dossier, ça c'est la base, on va dire, mais prévoir un temps d'échange direct entre les deux médecins, un dossier commun, favorise aussi la qualité dans la transition. On peut aussi voir apparaître, selon vous, les particularités liées à l'adolescence en général, ainsi mettre en place des consultations dites individuelles dès le début de l'adolescence peut être intéressante, évaluer les compétences des ados, mettre en œuvre un programme ou des procédures de transition, impliquer l'adolescent et ses parents dans l'ensemble du processus de transfert, identifier des seuils d'alerte qui permettent d'anticiper des passages compliqués, transférer l'adolescent en période stable, proposer un accompagnement spécifique pour les parents. Et puis, ce qui est moins flagrant dans la littérature, parce que les 8 premiers sont communs avec la littérature sur la transition, ceux qui sont un peu plus spécifiques à la mucoviscidose, de toute évidence, qui découlent de notre organisation, c'est que le fil rouge ou un soignant référent pour accompagner l'adolescent peut être gageur d'une qualité, un temps de réannonce au niveau du diagnostic, de la mucoviscidose pour l'adolescent, une consultation dite de départ ou d'accueil spécifique, d'identifier des indicateurs pour évaluer les pratiques professionnelles, là, il y a de voir du passage de nos pratiques de qualité et anticiper le processus de la transition devant être fait ni trop tôt ni trop tard. On a pu aussi analyser l'attente des utilisateurs, c'est-à-dire nos adolescents et les familles, pour essayer de dégager quels sont, selon eux, les facteurs qui leur permettent de passer en quiétude, en tranquillité, sans inquiétude, d'un CRCM à un autre. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est d'anticiper le changement d'équipe. Ils veulent vraiment se préparer très en amont pour acquérir de nouvelles compétences, envisager le futur CRCM selon le cursus, être partie prenante dans l'organisation de cette transition. Ils souhaitent aussi que le changement de rôle entre le patient qui initialement est un enfant et très dépendant et a peu d'autonomie dans ses soins puisse là aussi se transformer tranquillement au moment des consultations. Bien évidemment, accompagner les parents dans cette fameuse transmission de leur savoir-faire, puis aussi de l'ambivalence, de se lâcher prise. Et enfin, annoncer le processus de la transition et le fonctionnement du CRCM adulte en amont, de manière à ce qu'ils puissent s'y préparer. Enfin, on a interrogé, Véronique Pion-Génovese a interrogé dans l'année qui a suivi les transferts les adultes et les jeunes adultes dans les CRCM adultes et ou mixtes sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et en fait, ce sera sa thèse qui est pour, j'espère, bientôt. Alors, les perspectives, il faut savoir qu'il y a une véritable orientation nationale du plan national maladies rares avec un groupe de travail qui s'est mis en œuvre pendant plus d'1 an et demi, qui ont travaillé autour de la dimension transition et ETP. Plusieurs réunions sous la houlette de FAI2R ainsi que l'AFDET. Il en est sorti un PowerPoint qui est interactif que je vous encourage à aller télécharger. Il est sur soit le site de notre filière, soit sur le site du GTEM, qui est intitulé Les 5 dimensions de la transition. Et vous voyez que va être décliné un certain nombre de dimensions ou de pétales autour de poursuivre son suivi en monde adulte, s'occuper de soi, gérer soi-même les contraintes de la vie quotidienne, avoir confiance en soi, être soi, ou faire des choix de manière tout à fait interactive. Je ne vais pas détailler les 3 diapos qui viennent, mais c'est pour vous donner une idée des verbatims des jeunes qui ont été interviewés, où ils ont fait des focus group, ce qui peut être travaillé en consultation quand ils viennent lors de leur consultation dans le champ de leurs maladies rares, et puis des pistes d'activités éducatives qui peuvent être proposées. Vous pouvez avoir aussi dans le soin toujours
des conditions favorables qui permettent d'aborder les questions qui les préoccupent. Donc il y a certains éléments, des phrases d'accroche qui vous permettent de pouvoir questionner comment prends-tu soin de toi. Les contraintes de la vie, cette dimension, voici tout le déroulé qui va arriver derrière cette diapositive, et avec toujours les verbatims que je vous ai dit, qui vous permettent en fait très rapidement d'avoir aussi des sources d'outils, là notamment l'outil Comet, qui est un outil, je reviendrai dessus, qui travaille spécifiquement les compétences psychosociales. Il y a des pistes d'activité éducative, mais aussi dans l'accompagnement du soin. Donc on sent que finalement c'est un outil, c'est un document qui est à la fois dans le champ de l'ETP, mais pas que, mais aussi dans l'accompagnement, dans le soin de ces adolescents atteints de maladies rares. Et puis bien évidemment, à de nombreuses reprises est cité le GTEM comme un exemple d'organisation en matière d'ETP au niveau des maladies rares. Alors l'autre perspective qui va être fortement à développer, et si ce n'est déjà, c'est effectivement la quête de l'autonomie, l'empowerment, cette capacitation à finalement prendre soin de soi. C'est basé sur une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow, avec des besoins physiologiques initiaux. Donc c'est vraiment le côté somatique, hein. Un environnement stable et prévisible, hein. Avoir une appartenance, un amour, une affection, l'estime de soi et l'accomplissement de soi. Donc cela travaille typiquement des besoins psychologiques fondamentaux qui sont en fait l'autonomie, la compétence, la proximité sociale. Et cela se travaille dans le champ notamment de l'éducation thérapeutique, mais pas que, ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors du coup, on peut utiliser soit effectivement le TP, mais pas que. On peut utiliser des questionnaires dits de prétitude, c'est-à-dire où est-ce qu'ils en sont, à quel niveau s'en sont-ils dans leur autonomisation, l'estime d'eux, notamment Go2Go, qui a été récemment validé au niveau français par l'équipe de Monsieur Jacquin. On peut retravailler sous cet angle-là l'adhésion thérapeutique, avoir aussi l'élément de prise de décision partagée. À chaque fois, mes adolescents, je suis surprise de cette volonté d'écouter et en même temps de retourner sur le fondamental de médecins que je leur oppose, leur quotidien et leur expérience. Et du coup, on peut échanger entre eux et trouver une façon d'avancer dans des prises de décision dites partagées, somme toute, sans vraiment encore avoir d'outils, mais j'espère qu'on en créera beaucoup plus à partir de maintenant. Et c'est vraiment quelque chose qui renforce l'adhésion thérapeutique, cette prise de décision partagée. On peut aussi, bien évidemment, et ça, Maxime Morsard en a déjà parlé, par les pères aidants, ces patients ressources. On sait, elle vous l'a dit, que l'adolescence, c'était vraiment une place pour les pères importante. Et puis, ils ont un réel savoir, soit des jeunes adultes, soit d'eux-mêmes, et de faire confiance et d'avancer ainsi. Ça renforcera aussi l'envie de lâcher prise de la part des parents. Puis évidemment, il y a des lieux qui peuvent venir aussi étayer cette autonomie, cet empowerment. La maison des adolescents, des espaces de transition comme la suite à Necker, le passage à l'hôpital l'HFME ou Advenir à Robert Debré. Et puis on peut aussi faire appel à des consultations spécifiques, médecine de l'adolescence. Parce qu'effectivement, la médecine de l'adolescence, explore le patient dans sa globalité, chose que nous, au CRCM, on a tendance à avoir un focus que sur l'aspect somatique. Et donc, la perspective serait qu'on questionne un peu plus nos patients avec en tête ce fameux modèle qui s'appelle HEADSS pour Home, Education, Activities, Drugs, Sexuality, Suicide, Safety. Là, ça va, j'arrive à peu près à le dire correctement. Effectivement, juste une très récente étude a montré que finalement seulement 5% d'adultes ont déclaré ne pas consommer d'adultes atteints de mucoviscidose déclarent de ne pas consommer d'alcool, et il y en a quand même sur les 95%, 54 qui se déclarent comme consommateurs excessifs. Donc je pense qu'il y a une nécessité de pouvoir ouvrir nos temps de consultation à l'exploration de plus de la part de nos adolescents, de façon à repérer des situations qui peuvent être compliquées, complexes, se baser pour pouvoir les repérer sur des échelles, des outils de dépistage ou d'évaluation. Vous pouvez en trouver dans bon nombre de documents
très complet, très facile d'abord et avec beaucoup d'outils pour arrêter le tabac, qui parle de la drogue, hein, ou encore de la dépression, des envies suicidaires. Bien évidemment, dans ce modèle un peu global, il y a le home. Le home, c'est quelle est l'interaction parent-adolescent. Là, c'est plutôt bien évidemment, de la part de nos psychologues, d'évaluer l'attachement et comment s'est mis en œuvre les processus de séparation, individuation, si nécessaire, pour qu'on soit des adultes accomplis. Donc évidemment, la prise en charge en psychologie est importante, mais pas que. On peut avoir aussi une approche motivationnelle, des thérapies cognitivo-comportementales, et puis des gestions du stress, notamment tout dernièrement avec le déploiement du CBSM. Et puis, il faut avoir de la curiosité et se maintenir informé de tout ce qui est autour des préventions primaires. Et pour ça, vous pouvez aller dans vos IREPS régionales où vous fourmillent plein d'outils autour du tabac, de la drogue, des pratiques sexuelles, etc. Mais pas que, simplement pouvoir consulter et préparer une consultation. Ils ont plein d'outils qui sont dits FALC, faciles à lire et à comprendre, sur lesquels on peut se baser pour nos consultations, nos adolescents. Dernière perspective, hein, c'est l'IETP. Effectivement, on a été un peu précipité dans ce I, tout craint, et moi, bonjour ordinateur, et ma chambre, c'est du distanciel. En ETP, le Covid nous a fait tester pas mal de choses. Finalement, somme toute, c'est une perspective qui est très intéressante en définitive. Je vais me positionner moi en tant que, oui, je trouve ça vraiment adapté, surtout pour nos adolescents, peut-être pour faire de la pérédance, on verra. Enfin, en tous les cas, on est au début. Vous pouvez accéder ainsi aux préconisations de la mise en place dans le TPA à distance qui a été fait par le CRESPACA, qui sont les premiers à avoir autorisé du ETP depuis maintenant plus d'1 an et demi. Puis il y a d'autres perspectives, de l'autosurveillance avec des dispositifs de télésuivi, une autosurveillance connectée, des applications smartphone. Alors, que garder pour ce topo? Et je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas, et je verrai si je dois couper ou pas. Être ado et avoir la mucoviscidose, c'est un patrimoine de santé à conserver. Même si on a des comorbidités, on s'aperçoit qu'on part d'un super bon VEMS, et il faut vraiment le conserver. Pour les équipes, tendre vers une transition de qualité. Donc, on s'en va du safety, mais de l'idéal pour maintenant rentrer dans de la qualité, puisque finalement, on met tous en œuvre maintenant des transitions. Et du coup, au niveau organisationnel, il faut se mettre des cibles, hein, voir si on applique les protocoles. Les curies intraveineuses doivent être faites, même si on est dans une année de transition, ou du moins ça s'évalue. Maintien d'une adhésion satisfaisante. Et puis, varier les stratégies pour accueillir l'adolescent et sa famille, l'adolescent et l'adolescente et sa famille dans sa globalité. Je vous ai cité les 5 dimensions de la transition. Vous pouvez parler pérédance, savoir expérimentiel, prise de décision partagée, etc. Voilà. Merci Filmos, comme on dit en alsacien. J'aurais tellement aimé vous emmener vers mes petits et voilà, mais ça se trouve, vous étiez au bout de votre ordinateur déguisé comme ce geek en Star Wars, et ça me va bien de vous imaginer en grand n'importe quoi. Et en pilou-pilou. Allez, prenez soin de vous.